Donc on va discuter une quinzaine de minutes avec des PNS, et puis ensuite on va ouvrir la parole à la salle. On va surtout vous écouter, parce que, évidemment, on est tous sur le choc, sur la fin. Bon, c'est un formidable film, c'est le film de nos causes communes, contre tous ceux qui veulent hiérarchiser les humanités. Et moi, j'ai trouvé surtout que c'était un film non seulement très fort, mais très élégant, très beau, très jouissif par un moment, plein d'humour, évidemment, plein de beauté et de force à la fois. Donc moi, je vais juste passer les plats, d'introduire. J'ai pas tout ce qui est dans le film, tout ce que vous dites, moi je ne peux qu'applaudir, donc, et que dire c'est formidable. En plus, voilà, j'espère que Frantz Fanon, que James Baldwin se bougent de là où ils sont, parce que voilà c'est là, et c'est vraiment très fort. Je pensais même à un moment, quand on parle de la dépression, évidemment, vous savez tous que le premier livre de Fanon, c'est Peau noire, masque blanc, et que Fanon lui-même était psychiatre, était antillais, soldat de la Martiniquais, soldat de la France libre. Il a découvert la hiérarchie, y compris dans la racisation entre Antillais et Africains, dans les armées de libération. Puis après, il a fait des études donc, de psychiatre, et il a été en Algérie, à Blida, et c'est là où il est passé de la cause caraïbe, de la créolisation du monde, Glissant, Césaire, etc., jusqu'aux causes de l'indépendance algérienne, de l'anticolonialisme, et donc avec ce livre, Les damnés de la Terre, qui est la fin des damnés de la Terre, c'est la fin de votre film. La fin des damnés de la Terre, c'est de dire l'Europe, évidemment, là c'est la France, n'est pas à la hauteur de ce qu'elle prétend et de sa promesse, donc il faut continuer, en nous aller, et partir et faire notre chemin. Donc moi, ma première question toute simple, Amandine, c'est ce film, donc c'est une longue histoire, un long chemin, mais d'abord tout simplement, bon, au départ vous êtes comédienne, vous faites vous-même, vous avez votre propre activité, vous n'aviez pas prévu de faire ce film au départ, vous aviez même un projet sur les médias, Mediatart, pour critiquer les médias. Bon, il y a de quoi faire. Et qu'est-ce qui a fait que vous dites, je me lance voilà, avec ce film? Puis après, on parlera de votre itinéraire et des conditions du film. Oui, alors du coup, c'est vrai qu'on avait écrit cette satire des magazines féminins qui s'appelait Mediatart, donc je suis ravie d'en parler aujourd'hui avec Mediapart maintenant. Voilà, c'est ça. Et l'idée, c'était, en tout cas pour moi, c'était un moment où je me disais, puisque je suis vraiment lassée des rôles stéréotypés de femmes noires, donc comme comédienne, je passais des castings pour faire droguée, prostituée, stripteaseuse, nana qui sort ou qui va en prison, sans papier, on me demandait de faire l'accent antillais, africain. Donc passé au bout de 2 ans, où en plus du coup j'étais au conservatoire d'art dramatique dans le 16e, où là je pouvais travailler les textes que je voulais, et puis quand j'allais passer des castings, on me faisait passer ces rôles-là de façon vraiment répétitive, à tel point que dans les premiers mois, ne sachant pas exactement ce qui se passait, j'ai un jour appelé mon agent en lui disant « J'en ai marre que tu m'envoies des castings de noirs, envoie-moi des castings normaux ». Et là, elle me dit « Mais Amandine, j'envoie ton profil quand c'est écrit jeune fille 18-25 ans, mais on ne me rappelle que si c'est écrit dans le scénario qu'elle est noire. » Et quand c'était écrit dans le scénario qu'elle est noire, c'était les histoires que je viens de vous présenter juste avant. Et donc là, je me suis dit peut-être que la première chose à faire pour changer la représentation, c'est de commencer à écrire moi-même. Mais comme je savais que le milieu du cinéma et de la télé français n'est pas très avancé sur les questions de genre racial, j'ai commencé par un truc quand même en douceur. Et l'idée, c'était de faire une série sur 5 femmes à Paris qui se confrontaient aux magazines féminins. Donc prendre des vrais titres de magazines féminins, puis voir comment ça se passait dans leur vie quotidienne. Et j'avais quand même glissé, dans ces 5 personnages, une fille noire, lesbienne et sommelière. Et là, une fille noire, lesbienne et sommelière. Voilà, j'ai tenté. Bon, je me disais, peut-être qu'on peut arriver à une forme de banalisation de la représentation des femmes noires. Ça n'a pas marché. Ce qui se passait, c'est que quand on rencontrait des producteurs, ils disaient « Non, mais c'est super intéressant, mais ces filles-là, elles sont trop américaines, elles n'existent pas en France, ça n'existe pas. » Et donc pour moi, c'était vraiment particulier parce que j'avais été manager de bar avant en Australie, parce que je m'identifiais comme pansexuelle et je me retrouvais à avoir des conversations avec des hommes blancs de plus de 50 ans qui me disaient que j'existais pas.
Donc là, arrivé à ce stade, est venue vraiment une question aussi de peut-être que la première étape, c'est la non-fiction en fait. C'est le documentaire. Moi, je vais montrer des femmes noires telles que moi je les connais, voilà, de diverses orientations sexuelles, de diverses religions. Et puis au moins, cette partie de la conversation sera réglée. C'est-à-dire que j'en avais assez d'avoir tout le temps la même conversation sur, voilà, elle n'existe pas, c'est pas réaliste, c'est trop américain. Donc je me suis dit, non, c'est final, il y en a en France aussi. Donc c'est ce qui a motivé le film au départ, c'est de me dire, je vais pouvoir représenter des femmes noires telles que moi je les connais, et puis du coup aussi y glisser toutes les performances artistiques et toute la création que nous on ne s'interdit pas. Moi ce que je voulais montrer, c'était que c'était l'institution qui est en retard. Nous on fait du théâtre classique, en tout cas on le répète quand on a des espaces de liberté. On est dans la performance comme Rebecca avec ses trucs là complètement barrés qui jettent de la sauce tomate, voilà. On fait du burlesque, moi j'ai été performeuse burlesque, Loulou c'est la première performeuse burlesque noire que j'ai vue en France en tout cas, faire du burlesque glamour, old school, et donc j'avais envie de montrer ça aussi, de montrer que nous on s'autorisait plein de choses, mais qu'après quand on voulait manger, quand on voulait travailler, on était obligé de renforcer les stéréotypes. Et c'est ce que j'explique souvent, c'est compliqué quand on a par ailleurs un engagement militant et puis des convictions. Et moi j'ai fait mon mémoire de fin d'études à Sciences Po en 2006 sur les enjeux du traitement de la question coloniale dans la société contemporaine française. Et donc mon étude de cas, c'était l'évolution de la représentation des Noirs dans la pub et dans le cinéma depuis l'époque coloniale. Donc du coup, ça faisait un moment que je travaillais sur ces questions-là et je me retrouvais dans mon travail alimentaire à renforcer les clichés et les stéréotypes que j'essayais par ailleurs de déconstruire dans mon travail de recherche et militant. Et à un moment donné, c'est plus possible en fait. Et donc c'est là qu'arrive la question de travailler en autonomie. Une histoire que je pouvais raconter avec mes propres moyens, c'était le documentaire, parce que ça coûte nettement moins cher que la fiction. Et je refusais aussi de demander aux gens de travailler gratuitement. Et donc on en reviendra aussi peut-être plus tard à la question de l'accessibilité, puisque ce soir, Ève et Nadège interviennent de façon gracieuse pour l'interprétariat, qui est que du coup dans nos milieux, dès qu'on veut raconter des histoires différentes, dès qu'on veut rendre les choses accessibles, on se force à se déprofessionnaliser parce que le seul moyen d'exister, c'est de demander à tout le monde de travailler gratuitement. Et moi, ça me pose problème. J'avais pas envie de devoir faire même un pilote, ça voulait dire embaucher des gens au son, à la lumière, tout ça, et faire travailler tout le monde gratuitement. Alors qu'un documentaire, je n'avais à faire travailler gratuitement que 3 personnes, c'est-à-dire moi, mon conjoint, qui donc n'a pas le choix, et puis mon amie Coralie, qui travaille à France Télévisions, et donc il y avait un vrai travail. Pour moi, le choix pour ce film, c'était de prendre des personnes qui avaient une situation et qui étaient en mesure de faire du bénévolat, qui n'était pas du travail dissimulé, qui était vraiment du bénévolat parce qu'ils avaient le temps et les moyens de le faire. Donc Coralie a tourné 7 des 24 entretiens. Et voilà, c'est ce qui a amené le film. L'argent, vous avez demandé au CNC, au Centre National du Cinéma. Vous avez voulu le faire. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'après, sinon, on nous dit qu'on fait des procès d'intention. Si j'avais pas fait la demande de subvention, on m'aurait dit, qu'est-ce qui vous garantit que le CNC aurait dit non. Donc j'ai fait un très beau dossier, qui était très fourni, il y avait des photos, j'avais même déjà la page Facebook pour leur montrer qu'il y avait un intérêt pour le projet, donc il y avait à peu près, je sais pas, mettons 1000 likes sur la page Facebook, donc je leur disais voilà, j'avais fait mon dossier, j'avais des photos, même parce qu'on avait un peu commencé le tournage, c'était quelque chose de très avancé parce que je savais aussi qu'au CNC, ils aiment bien les dossiers d'écriture quand même bien fournis et qui prouvent qu'on est assez avancé dans son projet. Et puis, mais en même temps, je savais certainement qu'ils ne me donneraient pas l'argent puisque j'avais déjà commencé à tourner. Mais je voulais quand même demander, on ne sait jamais, et bien entendu, je n'ai pas eu l'argent. Et donc à ce moment-là, par contre, j'ai pas demandé la SCAM. Parce que ça prend du temps aussi, constituer des dossiers, même si on se dit, ouais, je sais que je l'aurais pas, quand même dans un petit coin de sa tête, on se dit, ah mais si j'avais l'argent, après on l'a pas, on est déçu, bon ouais. Donc du coup, je me suis dit, voilà, je m'arrête à la demande d'aide à l'écriture, ce qui était du coup un problème, puisque les aides du CNC fonctionnent en cascade. Donc pour avoir par exemple accès au fonds Images de la diversité, il faut déjà avoir une aide du CNC. Et donc soit il faut avoir une aide à l'écriture, soit il faut avoir après les aides à la production, mais ça voulait dire travailler avec une boîte de production. Et moi, à ce stade, je ne voulais pas travailler avec une boîte de production, puisque je ne voulais pas avoir à changer ma narration, j'avais déjà compté en fiction. Donc du coup, je n'ai pas eu l'aide à l'écriture, et je savais que j'aurais plus aucune aide, jusqu'à éventuellement la distribution, même si à ce stade du projet, j'avais encore pas l'ambition de sortir le film en salle. Donc ça a commencé, on va dire, justement comme un projet guérilla, là, le guérilla filmmaking tel que, on va dire, théorisé par Melvin Van Peebles dans son livre après qu'il ait réalisé le film Sweet Sweet Like Dada's Song.
Alors j'avais un certain nombre d'ambitions au début que j'ai dû casser. Donc, par exemple, je m'étais déjà fait une équipe mixte racialement et de genre et tout. Eu égard aux histoires d'argent que je vous ai dit avant, finalement j'ai travaillé avec un homme blanc et une fille, quand même une fille racisée à la caméra, donc c'était bien. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une question de, on doit faire des compromis vis-à-vis de ces idéaux politiques. Pour moi, le film, ça a été beaucoup ça. Quand t'as pas d'argent, quand tu as peu de moyens, où est-ce que tu fais un compromis? Est-ce que tu exploites les tiens, et qui est ce que j'ai choisi de ne pas faire pour le film, c'est-à-dire faire travailler des personnes racisées gratuitement, ou est-ce que du coup je m'associe avec un homme blanc, et après tout ce que ça veut dire aussi de négocier ça, déjà travailler en couple, c'est pas simple, et en plus tous les rapports de qu'est-ce que ça veut dire que d'un coup il y a un homme blanc cis dans ce projet, donc ça a été aussi beaucoup de réflexion. Et quand on est arrivé à la fin, c'est-à-dire que, je dirais qu'à une semaine dans le montage, je me suis dit qu'effectivement là, ce serait vraiment du gâchis de le sortir sur YouTube, que c'était vraiment beau et que ça gagnerait à aller au cinéma. Et là, on était quand même à presque 3 ans dans le projet. 3 ans aussi où moi j'ai arrêté de travailler et de faire des boulots alimentaires pour pouvoir me consacrer à faire des conférences. Il y a aussi tout un travail de fond qui fait qu'aujourd'hui on entend parler d'afroféministes dans l'espace public. C'est pas que moi. Mais c'est clair que moi je donne mes conférences, qu'on les filme, que je les mets sur ma chaîne YouTube, que j'ai écrit là dans Slate, que j'ai écrit la préface du livre de Bell Hooks. Donc il y a aussi tout un espèce de travail de pédagogie publique pour que ce film il sorte dans un contexte. Mais ce travail n'a pas été payé. Donc ça voulait aussi dire être en couple avec quelqu'un qui accepte que pendant 3 ans, moi j'arrête de faire un travail alimentaire pour pouvoir me consacrer à mes activités artistiques et militantes. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux économiques pour pouvoir faire un film comme ça, qui, de notre poche, a sorti à peu près 25 000 €. Et puis après, on a fait un financement participatif en octobre dernier pour financer la post-production, parce que là, c'était beaucoup trop d'argent. Les premiers devis qu'on a eus étaient autour de 22 000 €, on n'avait pas de société, et donc on a fait un crowdfunding pour pouvoir payer l'étalonnage de l'image et puis le mixage du son. Et aussi la fabrication de DCP qui permettent de projeter les films dans les salles maintenant que c'est plus la pellicule. Bon, toujours retour au film, il y a 24 entretiens. Donc comment s'est fait le choix des candidatures de manière à nouveau participative, si j'ai bien lu, et comment vous avez choisi de retenir ces 24 personnes. Et une question évidente, quand on écoute, on se dit, il y a eu au final, dans celles qui sont choisies, on voit bien que au-delà de se battre sur tous les fronts, elles se sont battues sur le front scolaire, sur le front professionnel, sur le front de la reconnaissance par le savoir, etc. Donc est-ce que c'est un parti pris voulu? Comment ça s'est fait tout ça? Alors, dans le film, il y a une ou deux filles qui étaient mes amies avant le tournage. Les artistes, c'est des filles que j'ai rencontrées dans mon parcours professionnel. Et puis je dirais que la grande majorité des filles, c'est les personnes qui ont répondu à mes appels sur les réseaux sociaux. Donc moi, quand j'ai été contente de mon questionnaire, là, vers la fin de 2013, j'ai commencé à mettre des annonces, soit sur des pages Facebook de groupes qui me semblaient... C'était un long questionnaire, au passage, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Oui, en fait, c'est le questionnaire du film. Donc ça commence au jour où on découvre qu'on est noir, au jour où on décide ou non de quitter la France. Et il y avait une douzaine de grandes thématiques dedans. Et après, dans ces grandes thématiques... Qu'on retrouve là. C'est ça, avec le chapitrage aujourd'hui. Et dans ces grandes thématiques, il y avait plein de petites sous-questions. C'est parce que disons que la sélection des filles, c'est vraiment fait en lien avec le questionnaire, parce que c'est pas tant moi qui exclue des personnes, mais c'est plutôt qu'en arrivant avec un projet très écrit et des propositions très fortes, et donc un film où on parle autant de dépression que d'orientation sexuelle, que de religion, que de maternité, bien entendu ça a deux faits d'exclure des personnes, parce que tout le monde n'est pas à l'aise de se retrouver dans cette narration-là. Donc c'était très important pour moi, quand j'ai commencé à faire les pré-entretiens, de leur présenter toutes les thématiques. Donc on s'asseyait, je leur disais, voilà, la première thématique, c'est le jour où j'ai découvert que j'étais noire. Ce que je veux faire avec cette thématique, c'est montrer que la norme, c'est ce qui ne se voit pas et ce qui ne se nomme pas. Donc je veux montrer comment nous, on a été construites comme noirs à un moment donné. Moi, par exemple, ça m'est arrivé quand j'avais 5 ans, j'ai changé d'école et on m'a dit, je te donne pas la main, t'es noire. Puis là, je voyais ce que les filles me répondaient. Si elles me disaient, non, moi ça m'est jamais arrivé, ou si elles me disaient, moi c'était à tel âge, ou des choses comme ça. Puis là, on avançait comme ça dans le questionnaire. La deuxième thématique, c'est cliché de la femme exotique. Donc après, les titres, vous avez vu que finalement, c'est des choses que les filles disent dans le film, et pas ces thématiques-là. Mais à cette époque-là, donc deuxième thématique, c'était cliché de la femme exotique. Donc là, je leur disais, voilà, ce titre, il vient d'un livre de Jennifer Lee, qui est une étude sur la littérature coloniale au XVIIIe siècle. Et en gros, c'est une étude qui montre qu'à ce moment-là, dans la littérature, les femmes indigènes sont construites comme des métaphores des territoires chauds et lointains à conquérir. Et donc du coup, ce qui m'intéressait, moi, dans cette partie, c'est de montrer le continuum colonial.
qu'est-ce qui se passe quand on te dit panthère, félin, gazelle ou les femmes noires sont trop chaudes, bah, ça fait écho à l'histoire de la plantation, ça fait écho à l'histoire coloniale et tout, puis on avançait comme ça dans le questionnaire. Une fois que j'ai présenté le questionnaire, donc, alors, après, on revient à comment j'ai sélectionné, donc on revient aux réseaux sociaux. Donc là, j'ai mes quelques artistes, j'ai mes quelques amis, et puis je commence à mettre des messages, par exemple, sur la page de Musulmans Progressistes de France ou Coexister, où je mets une petite annonce, voilà, je prépare un documentaire, afroféministe, tout ceci, ça, voici mon mail. Si ça vous intéresse, contactez-moi. Donc j'ai fait ça aussi dans certains médias. À l'époque, il y avait encore le média Dolly Stud, qui était un média afro-caribéen lesbien. Le couple qu'on voit dans le film, Sandra et Tara, c'est les fondatrices de Dolly Stud, qui depuis, le média n'existe plus, mais en tout cas, donc j'avais mis une annonce dans Dolly Stud aussi. Voilà, des endroits où je voyais des gens qui avaient comme déjà une parole publique, mais qu'on n'entendait pas. Et puis surtout, j'avais déjà repéré sur Internet des comptes Twitter très actifs de jeunes filles noires, à qui j'ai envoyé des messages en leur disant « Salut Clarisse, je prépare un documentaire afroféministe, si ça t'intéresse, je t'envoie une note d'intention et un synopsis. » Et puis là, effectivement, j'ai été submergée de demandes. C'est-à-dire que moi, j'avais tablé sur 6 mois pour recruter une dizaine de filles. Et en fait, après le message Twitter, j'ai eu 15 mails en 2 heures. Et au bout d'une semaine, j'avais une 60aine de mails. Et j'ai dû dire arrêtez de m'envoyer des messages parce que je ne pouvais pas tout traiter. Et après, ça a été beaucoup des choix de contraintes. On m'a écrit de la Guyane, de la Réunion, de la Guadeloupe, en particulier avec Dolly Stud, parce que du coup, comme c'était un média lesbien afro-caribéen, elles étaient lues vraiment de partout. Donc du coup, moi, je ne peux pas me déplacer, c'est un film autoproduit, et je ne peux même pas me déplacer en dehors de Paris. Donc du coup, on m'a aussi écrit d'ailleurs, et je ne pouvais pas y aller. Les personnes que j'ai pu rencontrer, c'était celles qui pouvaient se rendre en région parisienne. Donc c'est pour ça qu'à la fin, il y a 3 Belges, parce que avec Twitter, des fois, on parle avec des francophones qui ne sont pas en France, donc elles pouvaient venir en région parisienne. Donc j'en ai rencontré 45 à qui j'ai présenté mon questionnaire, et à l'issue de la discussion autour du questionnaire, il y en a 24 qui ont souhaité être dans le film. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas votre histoire du combat ou des conférences, sur votre engagement qui se retrouve dans le film, et dans ses audaces, l'intersectionnalité, c'est-à-dire les causes communes, hein, on prend toutes les discriminations, hein, et on n'en exclut aucune. Si je ne me trompe, le premier moment d'engagement collectif, ça a été Oser le féminisme, où ça n'allait pas de soi, si je connais bien l'histoire d'Oser le féminisme, où il y avait un peu ce féminisme dont on parle tout à l'heure, d'ailleurs, ce n'est pas une question d'âge, en l'occurrence, à Oser le féminisme, où il y avait un féministe qui pouvait aller avec de l'islamophobie ou avec d'autres discriminations. Donc, moi, j'ai envie que vous racontiez aussi comment vous avez fait votre politisation totalement accomplie, là qu'on voit, qui est là, et qui est là dans toutes les subtilités du film, qui bouscule toutes les discriminations, y compris entre racisés, entre discriminés. Donc, ce qui fait pour moi vraiment la force et la richesse immense de ce travail, c'est de dire ça, comment vous avez fait votre boîte à outils, Amandine. Alors, je dirais que la première étape, ça a été le mémoire de fin d'études à Sciences Po, là, ce fameux mémoire sur les enjeux du traitement. C'est à Lyon, oui, c'était à Sciences Po Lyon. Et en fait, c'était juste après la proposition de loi pour parler du rôle positif de la colonisation, là, en 2005, où moi j'étais tombée des nues, qu'il y ait encore des personnes qui tentent. Ils sont toujours là. Oui, non, mais c'est ça, ils sont bien là. Mais du coup, je pense que c'est vraiment le moment où... bon, déjà, l'entrée à Sciences Po avait quand même été un choc. C'est-à-dire que moi, j'étais la seule noire, en tout cas foncée, il y avait un métis, mais j'étais la seule noire de ma promo. Et donc, me retrouver déjà dans une promo de 200 élèves où j'étais la seule noire, c'était quand même un moment de solitude, à plusieurs niveaux. Et aussi parce que moi, je venais de la campagne, parce que voilà, mon père était balayeur, ma mère institutrice, mais je venais aussi vraiment d'un milieu qui n'était pas très proche de celui de la majorité des gens avec qui j'étais en classe. Et donc voilà, ça a été un premier moment aussi de prise de conscience, on va dire peut-être du décalage qu'on avait entre certaines parties de la population, où je me suis rendu compte que certaines personnes de mon entourage pensaient sincèrement que le racisme c'était fini. Et ça pour moi ça a été un moment aussi de choc, de voir des personnes qui n'étaient pas malveillantes, qui étaient vraiment sincèrement convaincues qu'on n'en était plus là. Et donc là je me suis dit, bon, il y a un souci, et puis avec des choses comme, je me rappelle aussi de tenter moi j'aimais beaucoup essayer de remettre la question du racisme dans le contexte français. Donc on était en cours d'anglais par exemple, et puis il y avait grande tirade sur les droits civiques, tout ça. Et puis je disais oui, mais en France aussi il y a du racisme anti-noir, pourquoi est-ce qu'on parle toujours des États-Unis? Et puis là on me disait, mais enfin vous voyez bien que vous êtes là, vous. J'avais répondu une fois une prof.
Là, genre, bon, ok. Donc voilà, ça avait déjà été un petit moment comme ça, assez confrontant. Et puis 2005, là, pour moi, ça a été le moment où c'était pas possible. Donc du coup, j'ai décidé de faire ce mémoire sur cet enjeu-là. Et du coup, j'ai fait beaucoup de lectures. Ce que j'explique souvent, c'est que j'ai eu une première phase un peu comme ça, obsédée par Angela Davis et les Black Panthers, mais c'était pas très politique, c'était vraiment très visuel. J'aimais l'imagerie, je trouvais ça chouette, j'avais 15-16 ans, c'était génial, mais j'avais pas trop lu. Là, par contre, quand on est mort de faire d'études, j'ai beaucoup lu, donc c'est effectivement là que j'ai découvert Fanon, Césaire, puis aussi que j'ai découvert que du coup on lisait pas ces gens-là à l'école, qui était donc aussi un moment un peu étrange de me dire, mais donc il y a tous ces intellectuels dont j'ai jamais entendu parler vraiment, parce que voilà, c'est pas mon milieu non plus, donc c'était pas des lectures qui se faisaient chez moi. Et donc du coup, ouais, ça a été un grand moment de, on va dire, d'éducation. Je pense que le gros de ma trousse à outils, je l'ai fait à ce moment-là. Et puis après est arrivée la question de dans quoi je m'engage. Parce que moi j'ai toujours eu du mal avec les groupes, j'aime bien ma liberté, je déteste l'idée de ligne de parti et tout, et en même temps il y avait un côté de je suis tout le temps en train de râler, de faire mon mémoire et tout, et puis finalement je m'engage jamais vraiment politiquement. Et à ce moment-là, mon calcul était de me dire, bah alors c'est quoi le groupe le plus grand? Bah c'est les femmes, parce que genre on est à moitié de la société, alors que les noirs on est quand même moins nombreux. Donc du coup je vais m'engager dans ce qui me semblait être le combat, on va dire, le plus universel, qui était le féminisme. Et aussi parce qu'en fait, aux aides féministes, il y avait énormément de personnes qui venaient de Sciences Po, et que typiquement, moi j'étais dans la promo de Magali de Haas, qui était la sœur de Caroline de Haas, et donc voilà, une copine m'a dit viens aux aides féministes, c'est aussi comme ça que ça se passe. Et donc j'ai été aux aides féministes. Et où, effectivement, assez rapidement, s'est posé le problème d'être une femme noire. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses qui me parlaient, que je trouvais très intéressantes, puis il y en avait plein d'autres où je me disais, je ne comprends pas, puis il y avait vraiment cette question de, peut-être parce que moi ça m'arrive, peut-être que parce qu'à moi, justement, on me confisque la parole, j'avais du mal à comprendre, par exemple, pourquoi il y avait des prises de position sur des sujets qui concernaient des personnes qui n'étaient pas là. Donc pourquoi est-ce qu'on a une position sur le travail du sexe quand il n'y a pas de travail du sexe dans votre groupe? Pourquoi est-ce qu'on a une position sur le voile quand il n'y a pas de femmes musulmanes dans notre groupe? Donc ça devenait de plus en plus difficile pour moi d'être à l'aise avec ce truc-là. Et puis après, il y avait le côté, effectivement, de groupe constitué qui n'est pas fait pour moi, en fait. Là, c'est le moment aussi où j'ai compris qu'effectivement, j'étais peut-être plus une artiste et un machin. Moi, j'aime bien me poser des questions. J'aime bien l'idée d'une pensée en mouvement. C'est clair que quand on doit être organisé aussi dans un groupe, on ne peut pas changer d'avis tout le temps. Moi, par exemple, je n'efface jamais rien sur mon blog, parce que j'aime bien voir ce que j'écrivais en 2014. Il y a des trucs avec lesquels je ne suis pas toujours d'accord, ou il y a des trucs où je me dis « Ah, c'est marrant, là, je suis moins en colère sur ça », ou je suis moins... je trouve que dans la militance, il y a un côté où on est censé présenter une cohérence. Et moi, c'est pas trop mon parcours, en fait. Donc, du coup, entre ça, la proximité aussi avec des groupes politiques, des partis, donc il y avait... Parti socialiste, en l'occurrence. Ouais, mais les écolos aussi, hein, parce qu'il y avait plusieurs filles encartées, en fait. Moi, j'étais dans le bureau, hein, j'ai été assez rapidement dans le bureau, et il y avait des filles encartées. Et donc, moi, je suis partie précisément avant l'élection de 2012, après un jour où je me suis super énervée en disant, maintenant, les gens qui sont encartés, vous devez dire où vous êtes encartés, parce que les personnes étaient en train de mettre en place des stratégies discursives où elles essayaient de pousser l'agenda de l'association vers les thématiques de leurs partis respectifs, et là, ça m'a vraiment fait péter un plomb et je suis partie. Donc à ce moment-là, je me suis retournée, on va dire, un peu à mes premières lectures, qui étaient plus sur les thématiques raciales et en tout cas sur l'articulation femmes et noires, et donc je suis finalement revenue à Angela Davis, mais de façon plus théorique que genre j'aime bien son style. Et puis j'ai commencé à faire mon travail, on va dire, de façon plus autonome, et de vraiment travailler sur qu'est-ce que ça voulait dire d'être femme et noire et en France. Parce qu'un des gros problèmes ici, c'est que justement on est obsédé par les États-Unis et par être tout à fait capable de sortir des critiques sociales, sociétales sur les États-Unis très pointues, et dès qu'il faut retourner le miroir sur nous, là il n'y a plus personne. Donc c'était ça aussi qui m'intéressait, c'était vraiment travailler l'espace français, le continuum colonial en France, la représentation des Noirs ici, notre place dans la société ici. Et à quel moment, dans ce chemin-là, vous rencontrez la question de l'islamophobie, qui est présente évidemment dans le film, au moment où on me voit là, c'est une réunion, c'était il y a 3 ans, et je dis ça parce que ça m'a rappelé un souvenir, c'est une des mamans toutes égales, hein, c'est une qui est déléguée FCPE, hein, autrement engagée dans la vie de la cité que des féministes bien installées, bourgeoises, qui lui feraient la leçon. Elle a raconté 2 choses. Je voudrais juste dire ça parce que c'était un moment fort. À un moment, elle dit, vous savez, c'est cette circulaire qui n'a pas vraiment été abrogée, qui est sur les sorties scolaires. Hein. Donc c'est dans l'espace public, hein, et ça permet
d'empêcher des mamans d'aller avec leurs enfants parce qu'elles portent le foulard. Et cette maman qui était déléguée FCPE, un institut. Après, donc ça dépend des écoles, ça dépend de comment se comportent les groupes d'enseignants. Il y en a des très ouverts et il y en a évidemment d'autres qui ont les préjugés dominants, hélas, du moment. Et elle dit, une institutrice lui dit, Madame, mais vous savez, mais si puisque vous voulez toujours rester avec votre voile, donc vous ne pouvez pas aller aux sorties scolaires, mais vous pouvez mettre vos enfants dans une école coranique. Et là, avec beaucoup d'humour, avec les deux couleurs de tissu du voile et du foulard qu'elle porte, elle dit, mais vous savez, madame, il n'y a pas écrit musulmane là, comme il n'y a pas écrit la poste, hein, la publicité. Elle dit, moi, mes enfants, je veux qu'ils se mélangent, je veux qu'ils fassent ce chemin, etc. Et elle ou une autre, je ne sais plus, c'est elle, je cite souvent pour vous tous qui allez faire la publicité de ce film, dire à tout le monde, j'ai fait un lapsus qui est bavard au tout début, vous avez entendu, j'ai dit ouvrir les yeux et non pas ouvrir la voie. Mais parce que nous l'avons vu et nous raisonnons avec ce film, mais il faut que beaucoup d'autres aillent ouvrir les yeux. Voilà. Nous, on doit ouvrir la voie, vous avez ouvert la voie, mais il faut que tous les autres ouvrent les yeux et il faut les forcer à aller voir ce film. Et c'est une de ces intervenantes, je ne connaissais pas, c'est un homme de théâtre suisse-alémanique, Max Frisch, que j'ai retrouvé après la référence, et il dit, vous savez, monsieur Plenel, pire que le bruit de bottes, le silence des pantoufles. L'indifférence. Voilà, alors j'ai fait ce petit détour pour arriver à ma question, puis après ce sera à vous. Comment oui, est arrivé, ça saute à la figure évidemment pour nous tous, mais comment vous, dans votre cheminement, est arrivé, il y a le racisme, le sexisme, l'homophobie, mais la question de l'islamophobie. Alors justement, même si j'ai jamais été trop engagée dans des groupes structurés avant Osez le féminisme, je me suis quand même risquée quelquefois plus jeune à essayer. J'ai été, je pense, une fois à une réunion de Sud quand je suis rentrée à Sciences Po. Je voulais aussi aller dans un groupe anarchiste à Lyon, mais eux ils prenaient que les mecs parce qu'ils allaient se taper avec des antifas. Enfin, bref, donc j'ai tenté 2-3 trucs qui n'ont pas fonctionné. Et en fait, mais j'étais quand même pas mal, on va dire, dans ces milieux d'extrême gauche là, parce que je dis, moi, alors voilà. Je suis agnostique, je suis bien plus sensible à ni Dieu ni maître que je ne suis pas à la croyance, mais ça m'appartient, c'est mon truc à moi d'aimer plutôt des slogans type ni Dieu ni maître qu'autre chose. Et ce que j'ai remarqué dans les milieux d'extrême gauche, et surtout par exemple ça s'est beaucoup joué quand on est arrivé dans l'espace public à les afroféministes autour de 2013-2014, nos plus grands adversaires n'étaient pas les mecs d'extrême droite, c'était les mecs d'extrême gauche. Et j'explique souvent, par exemple, qu'il y avait un petit crew là vers Toulouse, très organisé autour d'un compte sur Twitter qui s'appelait CSP. Et ce mec a eu la bonne idée. Donc moi, j'étais une des seules afroféministes à utiliser mon vrai nom. La plupart étaient des jeunes femmes qui utilisaient des pseudos. Et ils ont retrouvé toutes les identités de ces filles-là. Et ils ont contacté leurs employeurs en leur envoyant les tweets qu'elles mettaient pour essayer de faire en sorte qu'elles perdent leur job. Et donc on avait ces mecs d'extrême gauche qui nous expliquaient qu'on était des bourgeoises parce qu'on prenait la parole et que dans leur classisme, sexisme, racisme, ça ne leur posait pas de problème de considérer qu'une femme noire qui sait parler c'est une bourgeoise. Donc déjà, premier problème. Deuxième problème, ça ne les empêchait pas non plus de chercher à nous faire perdre nos jobs parce qu'en fait on n'était pas d'accord avec eux et c'était censé être des gars d'extrême gauche. Et la chose qui effectivement les rendait le plus enragés, c'était quand des femmes noires musulmanes prenaient la parole. Alors là, c'était une espèce de déferlement de violence où je ne saurais pas dire qu'est-ce qui était le plus violent, mais c'était vraiment la chose qui les enrageait. Et donc, du coup, est venue pour moi la nécessité de comprendre ce qu'il y avait aussi là de mépris de classe. C'est-à-dire qu'à quel moment on s'est mis à considérer que les personnes qui ont une croyance sont des idiots, n'ont aucun recul sur leur propre religion, ne sont pas capables de formuler une réflexion sur la société parce qu'ils et elles sont croyantes. D'autant plus que dans les communautés noires, même sans parler de l'islam, la religion a toujours fait partie aussi de la tradition émancipatrice des communautés noires, en particulier par exemple aux États-Unis, où le rôle de la Black Church dans les luttes des droits civiques est essentiel. Donc pour moi, il y avait vraiment un côté de mépris aussi de l'histoire des Noirs, de la vie des communautés afro, dans ce mépris religieux en fait. Et donc du coup, même si Martin Luther King était un homme d'église, bien sûr, Malcolm X aussi, enfin je veux dire, il y a vraiment cette question de, et puis aussi de l'organisation. Par exemple, ce qu'on oublie souvent aussi, en fait, les femmes disparaissent très vite de l'histoire, et y compris de l'histoire noire.
aux États-Unis, c'est aussi des femmes qui... Le principe de la Black Church, c'est qu'il y a mobilizing, donc la mobilisation, et que c'est souvent les hommes qui prêchent dans l'espace public, et organizing, qui est l'organisation, qui consiste à ramener le public, à aussi faire tout un travail social, d'éducation et tout, c'est les femmes. C'est Ella Baker qui disait des personnes fortes n'ont pas besoin de leaders forts. Et moi, par exemple, c'est une chose que j'aime beaucoup. La co-construction du savoir, l'éducation populaire, c'est des choses qui viennent justement de cette tradition-là. Et donc, pour moi, je suis agnostique, mais en plus jeune, j'étais croyante, moi j'ai GCC, et par exemple, ce que j'explique, moi je suis agnostique, mais j'aime bien l'idée de communion. Moi, je trouve ça cool de se retrouver dans une église et de chanter et tout, même si je crois pas. Je comprends ça, par exemple. J'ai une empathie pour ça, je comprends qu'on aime se retrouver avec une communauté de foi et partager des choses ensemble. Après, c'est juste que moi, je ne crois pas. Et du coup, ça m'énervait de voir, et là, pour le coup, c'était vraiment ça, ces mecs blancs d'extrême gauche qui pensaient qu'eux, ils savaient. Eux, ils savaient mieux que nous, eux, ils allaient nous émanciper. Alors après, en plus, nous, on nous disait tout. Hein. Oui, alors régulièrement aussi, non, mais tu devrais aller lire Angela Davis et tout. Mais je me disais, toi, va lire Angela Davis, non. Ça va pas, quoi. Donc du coup, il y avait vraiment cette question-là. Et donc, quand j'ai fait le film, c'était important pour moi de mettre une partie sur la religion, pour justement ça, pour qu'on entende ces femmes-là, pour qu'on voit qu'elles avaient un discours politique très structuré, qu'elles n'étaient pas du tout, je veux dire, je pense que celle ou celui qui a envie d'aller dire à Abdella que c'est une fête de femmes et qu'on la force à porter le voile, je l'attends. Allez-y, je pense que vous allez passer un bon moment. Et donc du coup, voilà, c'était important pour moi de montrer ça. Alors après, c'est vrai que du coup, maintenant on me demande souvent pourquoi j'ai pas montré de noir pas croyante. Je sais que voilà, on a fait des projections tests, et la première projection test, j'avais un botanard qui m'a dit mais il n'y a pas d'athée dans ton film et tout. Bah, oui, mais finalement, ce qui était important pour moi dans le film là, c'était de faire entendre la parole politique des personnes croyantes. C'était aussi peut-être de faire entendre du spirituel dans l'engagement, qui est même dans ce que nous faisons, hein, sans croire. On se bat pour quelque chose que vous venez de dire. Vous savez, il y a un texte, vous pouvez le retrouver en ligne, que Amandine connaît parfaitement, qui est la lettre d'Aimé Césaire, quand il rompt avec le Parti communiste français en 1956. Alors c'est dans la grande crise du communisme international, hein, le rapport Khrouchtchev, l'Amérique, mais en fait, la vraie question, elle est française. Et il a cette phrase qui désigne les personnes dont vous parliez. Il dit, bon, le paternalisme colonial, on connaît. Et sa violence, hein, ce paternalisme, sa bonne conscience qui masque sa grande violence. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus actuel, le fraternalisme. Le fraternalisme, c'est le grand frère ou la grande sœur qui dit, moi je suis émancipé, hein, moi et moi je te prends par la main, une main bien forte, et c'est moi qui vais t'emmener. Et là, c'est là où Césaire dit, l'heure de nous-mêmes a sonné. L'heure de nous-mêmes a sonné. Est-ce qu'il y a 3-4 questions c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps dans la salle. J'ai le micro. Voilà, on va prendre en rafale. Et juste avant qu'on donne la parole à la salle, moi je mets toujours une règle qu'en priorité au micro prennent la parole les personnes qui n'ont pas la parole dans l'espace public d'habitude, c'est-à-dire les personnes racisées, les femmes, les personnes queer, les personnes Merci pour votre film. Quelle femme noire ne s'est pas revenue dans au moins un des chapitres de votre film? Et moi j'aimerais revenir sur un des chapitres qui est celui sur l'abolition des races dont on parle depuis un moment. Et j'épouse tout à fait l'opinion des femmes interrogées sur le fait que oui, les races doivent être, on doit continuer de parler de race. D'après les médias, ce qu'on entend souvent par race, on a l'impression qu'on est il y a deux races en fait, la race blanche et la race noire. Et d'après nos livres d'histoire, il y en a 4 normalement. Ma question, c'est, donnez-moi votre avis sur le fait que l'on mélange dans une énumération les blancs, les noirs et les arabes. Pour moi, les arabes appartiennent à la première, les blancs. C'est parce que les arabes, c'est une ethnie, c'est pas... Quand on dit africain aussi, il y a la Tunisie, le Maroc et l'Algérie aussi qui font partie de l'Afrique. Donc est-ce que vous pourriez un petit peu m'éclairer sur cette façon de parler qui est un petit peu, confusionnante, confuse,
pour tout le monde, parce que la notion de race, c'est une notion de couleur qu'on nous a donnée quand on a étudié. Donc les Arabes, je ne vois pas pourquoi ils ne sont pas rangés. D'accord. Alors, moi, quand j'utilise la notion de race, c'est la race en tant que construction sociale. Et en tant que construction sociale, bah, la catégorie arabe est une construction sociale. Il n'y a pas de pays qui s'appelle l'Arabie, par exemple. Il y a l'Arabie Saoudite, mais c'est pas ce qu'on entend quand on dit les Arabes. La même chose pour les Noirs. On n'est pas Noirs, on est marron. Donc c'est une construction sociale. Donc c'est pas la question de la couleur, c'est la question de comment est-ce qu'on est construit dans la société. Quels stéréotypes sont attachés à notre catégorie. Donc quand on est construit comme arabe, bah, les stéréotypes qui sont attachés, par exemple, aux femmes arabes, ça va être le mythe de la beurette, qui est un stéréotype de fétichisation sexuelle qui n'est pas exactement celui de la femme noire. Donc du coup, là, c'est une autre catégorisation raciale. C'est la construction en tant que femme maghrébine ou d'Orient. Moi, je partage des fois, je continue à recevoir des annonces de casting, et donc j'aime bien partager les annonces de casting où il y a des descriptions super racistes. Et donc récemment, j'en avais repartagé une, là où il y avait, c'était un truc du style Nadira, 22 ans, évoque les mystères de l'Orient et tout. Ben, ça c'est la construction de la femme arabe. Et ça, c'est une catégorisation sociale. Noir, ben, c'est d'autres stéréotypes. Blanc, c'est la norme dans l'espace occidental. Donc c'est ce que je dis encore une fois, ne se nomme pas et n'est pas construit comme tel en fait. Que nous, on doit révéler. Et quand on emploie le terme blanc, en général, là, on va nous dire qu'on fait du racisme anti-blanc. Puisque nommer la norme, là, par contre, ça devient quelque chose d'agressif. Alors que nommer l'autre, parce que nous, on est construit aussi comme les autres. La norme, c'est ce qui est au centre, et puis nous, on appartient à la marge, à la périphérie. Et dans cette marge, il y a les Arabes, il y a les Asiatiques, il y a les Noirs, il y a les personnes en situation de handicap, il y a tout ce qui n'appartient pas à la norme. Et donc après, on peut discuter, par exemple, si le handicap est une racisation. Moi, je dirais que non, mais par contre, c'est une forme de marginalisation. Et donc, moi je considère que la race comme construction sociale, ça concerne aussi les Arabes. Après, chacun son avis sur le sujet. Mais en termes de construction sociale, bien entendu qu'Arabe c'est une catégorie sociale. Voilà. Alors, bonsoir. Tout d'abord, félicitations pour ce film qui rassemble, je pense. Aussi qui peut diviser également, mais je pense que chacun aura son opinion. Mais c'est un film, je pense, qui va rassembler, qui va ouvrir les yeux et donner la parole aussi à certaines personnes. Il y a quelque chose que je retiens ce soir aussi, c'est une phrase de la dame qui avait, enfin la sénégalaise, qui avait les lunettes et qui avait le foulard également. Elle a dit, face aux violences, enfin à certaines violences ou au racisme, elle ne négocie pas. Ça, je pense que c'est quelque chose, c'est une mentalité qu'il faut avoir aujourd'hui, puisque moi, par exemple, je suis étudiant, donc là je suis étudiant en communication, mais c'est vrai que la communication c'est quelque chose, comment dire, un secteur qui est assez fermé, il y a très peu de noirs dans la communication, et moi, mon professeur, j'ai vu un professeur en DUT qui m'a dit, la communication, voilà, ce ne sera pas pour toi, ça va être difficile, tu ne pourras pas intégrer, entre guillemets, ce milieu-là, et je me suis battu en fait, pour intégrer ce milieu-là. Et aujourd'hui, en fait, je suis content d'y être, même si c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes noires, mais c'est vraiment ce message-là qu'il faut faire passer. Je pense qu'il faut pas, qu'il faut se battre. Voilà. Merci. Alors, moi, ma question, elle va faire un petit peu écho à la question précédente. C'est vrai que déjà c'est un très beau film qui parle des questions qui sont liées justement aux communautés noires. Et en fait, ce film-là, il a un angle qui vit justement ce rapport entre l'extérieur, entre guillemets, la vision de l'extérieur par rapport aux communautés noires. La question en gros, c'est que c'est un film fait par une femme noire. Donc vous êtes une femme noire, c'est un film fait par une femme noire qui donne la parole à des femmes noires, mais justement on ne voit pas les hommes noirs dans la vidéo. Je pense que c'est légitime. Non mais je suis pas en train de me plaindre, c'est pas ça que je suis en train de faire. Je suis pas en train de me plaindre, ce que je suis en train de dire c'est que toutes les questions qui ont été énumérées dans le film, c'est des questions que les hommes noirs subissent aussi, je pense, dans la communauté.
Et c'est même pas, enfin je suis pas en train de vous incriminer ou quoi que ce soit, c'est juste la question c'est est-ce que vous pensez peut-être dans un prochain film ou est-ce que ça vous est venu à l'esprit d'introduire des hommes noirs pendant l'écriture du scénario en fait? Merci. Ou peut-être pour l'avenir? Merci. Et Boris, je veux bien que tu donnes la parole. Boris, je veux bien que tu donnes la parole là en bas. Il y a deux personnes en particulier, il y a Stéphanie qui est une amie dont je voudrais qu'on entende la question parce que c'est une personne justement malentendante. Alors oui, bah, votre question elle est tout à fait légitime, on me l'a posée plusieurs fois. La première chose que je réponds à chaque fois quand on dit pourquoi pas les hommes noirs, je réponds parce que les femmes noires. Pas juste parce que je suis un petit peu, j'aime blaguer, mais parce qu'en fait, je pense que, par exemple, dans nos communautés aussi, on a le droit d'avoir 2 heures pour nous. Est-ce que c'est possible, une fois de temps en temps, c'est 2 heures pour les femmes noires? Ça, c'est la première chose. Et je pense que quand le réflexe, quand on prend 2 heures pour nous, ne sera pas de nous dire « et les autres », il y en a plein d'autres qui le font. Et pourquoi pas les Arabes? Et pourquoi pas les Asiatiques? Parce que j'ai fait un film sur les femmes noires. Première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que ce film n'aurait pas du tout eu cette qualité si j'avais fait sur les hommes noirs, parce que c'est un film qui parle de l'intime. Il est construit intégralement sur mon parcours personnel. Et donc il y a plein de choses que j'ai pu poser, plein de questions que j'ai pu poser. La qualité de parole qu'on a ici, il vient de l'expérience partagée. Il vient du fait que je savais exactement quoi demander, que je savais exactement qu'on avait une connivence. Sur des sujets intimes, par exemple, qu'est-ce que c'est que vit son adolescence quand on est un garçon noir? Moi, je n'aurais pas pu poser des questions aussi pointues. J'aurais pas pu aussi développer cette connivence. J'aurais peut-être pas pu aussi avoir cet abandon que les filles ont eu quand on a parlé. Donc pour moi, c'est vraiment la volonté aussi de parler de quelque chose que je connais bien, d'un sujet que je maîtrise, et d'amener aussi une libération de la parole. Quand je parle de l'intérêt de la non-mixité, c'est qu'on sait pertinemment que quand on est même entre noirs, quand on est entre hommes et femmes noires, il y a des choses qu'on ne dira pas. Et que quand on se retrouve entre femmes noires, et c'est par exemple aussi l'intérêt du hammam ou de ce genre d'endroit, c'est qu'on est entre nous et qu'on dit ce qu'on veut. Et donc du coup, de la même façon que les hommes, quand ils sont entre eux, au café ou j'en sais rien aussi, ils se disent aussi ce qu'ils veulent. Et moi, ce qui m'intéresse, ce que je dis souvent, c'est que le film, il s'appelle pas une photographie exhaustive de tous les Noirs de France. Il s'appelle Ouvrir la voie. Moi, ce que je voulais, c'était aborder ce que c'est qu'être une femme noire en France, en Belgique, à l'époque c'était 2014, et puis de faire entendre déjà une pluralité au sein de nos communautés, de montrer qu'on était des communautés hétérogènes, qu'on n'était pas un grand blob, que les Noirs, c'est pas un groupe indifférencié. Déjà dans les Noirs, il y a des hommes noirs, des femmes noires, il y a aussi des personnes trans, il y a aussi des personnes non binaires. On n'en est pas encore là dans la représentation au grand public, mais ça aussi, ces personnes aussi, elles existent. Ensuite, il y a du coup cette volonté de faire exister déjà l'hétérogénéité entre les femmes noires. Et après, l'idée, c'est qu'il y ait plein de représentations qui existent. Et d'ailleurs, Léonora Miano vient de sortir Marianne et le garçon noir. Je pense qu'il y a une vraie nécessité, mais c'est parce qu'on manque de représentation et c'est parce qu'on manque de personnes qui prennent la parole publiquement. Mais on a tendance, et c'est pour ça que vous avez entendu quand j'ai dit les gens noirs n'ont pas besoin, les personnes fortes n'ont pas besoin de leaders forts. Moi, je ne crois pas à la mononarration, qu'elle soit celle du groupe majoritaire ou qu'elle soit à l'intérieur de nos communautés. Moi, ce que j'espère, c'est qu'un nombre d'histoires vont émerger. Ce que j'espère, c'est qu'un homme noir, peut-être vous, va faire le film sur les hommes noirs, par exemple. C'est ça qui m'intéresse. Je vais prendre une deuxième question encore. Deux questions. Alors, votre film est très bien. Et enfin, des sous-titres pour donner aussi au niveau une entrée pour tous. Et moi, bien sûr, je suis une femme noire, sourde. Et donc, ce qui fait que ma communauté est encore plus petite. Et c'est vrai que j'ai trouvé des points communs quand même entre ces femmes, sur leur parcours en général. Et ça m'a fait penser, par exemple, au niveau des communautés des femmes noires, au niveau des origines, au niveau des religions. J'ai vraiment retrouvé ce que j'étais aussi. Et je pense aux États-Unis, il y a une histoire vraie dont le titre est Loving. Donc le titre est Loving. Et c'est une histoire donc d'un homme blanc, d'une femme noire, et donc tous les deux sont amoureux. Et puis, jusqu'à ce que la société jette un regard sur leur relation et sent qu'une femme noire avec un homme blanc, ce n'est pas censé être ensemble.
Et c'est une histoire vraie, donc qui a été diffusée. Et donc c'est vrai que là, sur ce film aussi, je réfléchissais pourquoi pas filmer des personnes, des hommes blancs et des femmes noires. Donc en France, par exemple, des hommes blancs avec des femmes, leur imaginaire, c'est quoi sur cette situation, sur ces femmes noires qui sont des minorités, sur participer à ces minorités, ou filmer peut-être ces différences, leur avis. Toi, tu t'es vraiment ciblé sur les femmes noires, et pourquoi ce choix en fait? C'est vraiment ma question. Ok, merci. Ce qui est important pour moi, dans une perspective d'émancipation, c'est justement d'arriver à décentrer les blancs. Je pense que un des premiers pas pour décoloniser son imaginaire personnel en tant que personne racisée, c'est de sortir de cette conversation constante qui nous est imposée. Dubois parle de la double conscience, et la double conscience, c'est d'avoir en permanence une conversation avec le groupe majoritaire. Parce que tu sais que tu es dans une société blanche, tu vas sans cesse te surveiller et tu vas te poser des questions, justement, par exemple, quand on voit les stratégies capillaires que développent les filles dans le monde du travail. Là, ça, c'est la double conscience, c'est-à-dire qu'on sait pertinemment ce que le monde blanc attend de nous, et donc on doit choisir soit de s'y conformer, soit de le confronter. Mais dans ces deux choix, on n'a jamais le choix de lui échapper. Pour moi, échapper à ma condition de femme noire et échapper au monde blanc, c'est ça l'émancipation. C'est le moment où je décide de créer pour moi et pour des gens comme moi. Et ce que j'explique souvent, c'est que ce film, sa cible, c'est les jeunes filles noires. C'est toutes les choses que moi j'aurais aimé qu'on me dise quand j'avais 14, 15, 16 ans et que je n'étais pas capable de thématiser, de verbaliser ce qui m'arrivait. La question de la fétichisation sexuelle, ça arrive très tôt dans la vie. Et on n'est pas en général en mesure de dire « Ouh, j'ai l'impression que c'est de la fétichisation sexuelle, ça ne me fait pas. » En général, on va plus être là, et souvent aussi parce que c'est présenté de façon améliorative. C'est présenté comme un compliment. On va te dire « Ah, vous les femmes noires et tout », et du coup, tu es un peu mal à l'aise. Tu te dis que tu t'es fait insulter, mais t'es pas sûr, tu vois, t'es un peu là dans un truc, bon. Et aussi t'es jeune, quoi, t'es pas forcément non plus à ce moment de développement de ta vie politique. Ben, moi, ce qui m'intéresse, et là il y a déjà eu des projections scolaires, c'est que des jeunes filles noires voient ça. Et que le moment où ça va leur arriver, parce que ça va leur arriver, malheureusement, elles savent ce qui leur arrive. Elles ont déjà les mots pour le dire, et en plus j'ai déjà fait le test, puisque d'ailleurs l'année dernière, quand je suis venue me faire interviewer à Mediapart, il y avait des jeunes d'un collège qui faisaient leur stage. Et il y avait une fille de 4e qui est venue me voir à la fin et qui m'a dit « Ouais, moi j'ai fait un article sur l'afroféminisme, est-ce que tu veux le lire ?» et tout. Je raconte ce truc à chaque fois, ça m'a fait tellement mourir de rire. Et je lui ai dit « Bah oui, grave, vas-y, montre-moi. » Déjà, je voyais que pendant que je parlais avec Jade Wingard, elle était à côté de moi, et dès que je disais un truc, une référence, elle la googlait et elle le mettait dans ses onglets comme ça. Du coup, je me suis dit « Toi t'es éveillée, c'est bien, t'es à fond. » Et puis à la fin, donc elle me dit « J'ai écrit mon article sur l'afroféminisme et tout », donc je regarde. Et puis il y avait tout un article où elle disait qu'elle avait vu des blogs, que ça l'intéressait et tout. Et puis à un moment donné arrive le passage où elle dit « Et moi aussi j'ai été hyper sexualisée, S-U-A-L ». En fait, moi ce que j'ai retenu, c'est qu'à 14 ans, cette fille-là, bon c'est malheureux que donc ça existe encore, et c'est tout à fait l'actualité, mais par contre elle avait déjà les mots. Elle, on l'avait déjà, dans le sens de notre communauté, là, par cette pédagogie publique, que ce soit les blogs, que ce soit d'avoir fait des conférences en ligne, que ce soit maintenant le film, on avait déjà fait en sorte que cette fille-là, elle sache ce qui lui arrive. Et donc cette fille-là, contrairement à moi, qui a commencé mon développement, la politique, quand j'avais 21 ans et tout, bah, à 14 ans, elle est déjà bien plus loin que moi j'étais. Ça veut dire qu'elle ira encore plus loin. Et ça, pour moi, l'objectif, il est là. Et après, bien entendu que c'est un film sur la condition minoritaire. Donc ça parle à plein de gens, ça parle aux communautés noires en général, ça parle aux autres communautés, et quelque part, on va dire, l'interlocuteur tierce, quadruple, bien entendu que c'est le groupe majoritaire et c'est les blancs. Mais pour moi, c'est très important d'avoir décentré les blancs. C'est pas à eux que je parle en fait. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas le lire, c'est ce que dit Toni Morrison, qu'elle fait des histoires pour les personnes noires. Et après, moi je considère que je suis un être humain. Donc si moi j'ai pu passer mon enfance à m'identifier à des héros et des héroïnes blanches au cinéma, il n'y a pas de raison que les blancs qui viennent au cinéma puissent pas s'identifier à nous dans un film de 2 heures. Sinon ça veut dire qu'on n'est pas des êtres humains. Ou pire, que les personnes sont dans le siège ne sont pas humaines au point d'avoir de l'empathie pour s'identifier à nous. Mais là du coup c'est plus mon problème. Donc voilà, c'est pour ça que c'est les femmes noires qui sont centrées. Une dernière question. Je voulais vraiment vous dire merci, bravo pour le travail que vous avez fait, ce documentaire est vraiment très intéressant aussi au niveau de la pédagogie. Pour moi, l'accessibilité c'est vraiment important, par exemple pour la communauté sourde, au niveau de l'expression, lorsqu'on va s'exprimer sur le racisme,
ou les combats que nous menons tous les jours, c'est vraiment très peu. Par exemple, moi j'ai une famille d'entendants qui ne signe pas du tout. Mon papa m'avait expliqué que lui-même, quand il a grandi, il avait touché des situations de racisme. Et donc finalement, ça crée des frustrations. Et il n'y a pas longtemps, moi-même, j'ai commencé à prendre conscience des choses. Mais je n'ai pas encore vraiment la clé pour me défendre, pour me battre en tant que militante. Donc c'est vrai que aussi c'est important pour ça. Donc je vous dis merci pour l'accessibilité. Puis en plus, pour la communauté sourde, ça donne à réfléchir de manière à s'exprimer. Ça permet d'avoir un recul sur soi-même, de se rendre compte que nous ne sommes pas seuls. Merci à vous, c'est vraiment important. Bonsoir. Merci beaucoup pour le... Excusez-moi, je suis malade. Merci beaucoup pour le partage. Je pense que toute minorité pourrait se reconnaître dedans. Merci également à l'équipe même, parce que je suis beaucoup Mediapart et j'apprécie la qualité de l'article. Malgré un tableau assez sombre de la situation des femmes noires et de minorités en général en France, aujourd'hui j'aimerais savoir c'est quoi les solutions qu'on a pour s'imposer, pour être respecté et pour être aussi légitime que n'importe quel être humain sur cette terre, tout simplement. Alors voilà, c'est vrai qu'au début, on est parti pour une conférence jusqu'à 6h du matin. Donc, comme il ne reste plus beaucoup de temps, je vais faire une première réponse qui est que, en ce qui me concerne, par exemple, la place de l'artiste, c'est pas tant l'idée des solutions. C'est pour ça que j'ai dit que moi j'avais quitté les milieux militants et que j'avais en tout cas toujours refusé de me retrouver dans des partis. C'est pas ça qui m'intéresse. En tout cas, c'est pas là où je m'exprime et où je me sens mieux. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt justement avec ce film d'aborder l'étape qui est pré-militante, pré-conscientisation, pré-parcours universitaire, c'est-à-dire le moment où on n'est même pas vraiment en mesure de nommer ce qui nous arrive. Et je pense pas on oublie, mais c'est peut-être un problème quand on se retrouve dans des milieux justement universitaires ou militants, où on se retrouve entre nous et où on oublie qu'une majorité de la population ne maîtrise pas le vocabulaire qu'on utilise, ne maîtrise pas, ne connaît pas nos références et qu'on se retrouve finalement à exclure les personnes qu'on pense avec qui on pense pouvoir collaborer, parce que voilà, moi j'aime pas non plus l'idée de me retrouver dans la personne. C'est pour ça que je dis que les personnes fortes n'ont pas besoin de leaders forts. Moi j'aime vraiment pas l'idée de la vérité qui est dans le peuple. Moi je pense qu'on doit faire de l'éducation populaire, on doit faire de la co-construction du savoir, on doit travailler de façon horizontale et pas de façon verticale. Et donc la raison pour laquelle je me sens bien dans la recherche, dans la création, c'est qu'au contraire c'est un endroit où on vient toujours te remettre tes certitudes en cause, ou aussi dans l'intervention avec les jeunes. Moi, je me suis rendu compte, une des choses qui m'a fait prendre un pas de recul aussi avec le côté strictement militant, moi je continue à dire que mon truc c'est d'être auteur politique, je serai toujours quelqu'un de très politique, d'engagé dans la société, mais en fait, je préfère par exemple donner des ateliers, et une des premières choses qui m'a vraiment coupé l'herbe sous le pied et qui m'a fait du bien, et qui m'a forcé à me remettre en question, c'est que j'ai été intervenante dans un atelier de sensibilisation au sexisme via l'audiovisuel. Et une amie m'avait demandé d'intervenir pour faire la sensibilisation à l'articulation racisme et sexisme. C'était pour des classes, en plus c'était des 5e je crois, et aussi pour les préparer. Parce que comme moi j'ai fait pas mal de voix quand j'étais comédienne, leur exercice de fin d'année, c'était de réécrire une séquence sexiste en séquence non sexiste et de la doubler eux-mêmes. Et du coup, c'est génial. Donc déjà, moi j'adore ce genre de trucs. Je trouve que c'est des super idées, qu'il faudrait en faire plein d'autres ateliers comme ça. Et donc, je vais pour travailler avec ces jeunes. Et je commence mon intervention en disant oui, alors voilà, je vais vous montrer un extrait où il est question de lutte contre la négrophobie. Et là, c'est vrai qu'il y en a un qui m'arrête et me dit alors madame, négrophobie, est-ce que c'est comme homophobie? Je dis c'est le même principe, effectivement. Voilà, phobie, le rejet de l'autre, donc c'est le rejet des noirs parce qu'ils sont noirs et tout. Et là, il me dit alors pourquoi est-ce qu'on dit pas arabophobie? Et là, je dis parce qu'en fait, on dit islamophobie parce qu'il y a eu une confusion qui s'est créée entre l'islam et les arabes et machin. Ah, ça m'a déraillé mon intervention, je voulais commencer, je savais plus quoi dire, je vais aller dans la sonde et tout. Mais du coup, de devoir me raccrocher à. Et en fait, la conversation, j'ai dû m'adapter. Effectivement, ils étaient en 5e, il fallait que je me calme avec mes trucs de négrophobie et tout. Ça allait aussi bien dire le racisme noir, par exemple. Et puis d'avancer comme ça. Et en fait, ça, c'est le moment où je me suis dit, je suis trop loin de ce qui se passe en fait. Je suis trop loin des personnes avec qui j'ai envie de discuter, j'avais envie d'échanger avec ces gamins-là et de pouvoir travailler avec eux et de d'employer du vocabulaire qu'ils comprenaient. Et donc j'ai commencé un peu à réorienter mon travail.
On l'avait fait pour un autre truc, j'avais fait un dossier qui s'appelait, j'ai fait un article sur mon blog qui s'appelle Niafous de New Punk. Niafous, c'est une insulte qui existe dans les communautés afro pour stigmatiser, pour faire simple, les filles qui ressemblent à la bande de filles. Donc, qui portent des tissages, qui parlent fort dans le métro, en fait des adolescentes noires qui s'expriment comme des adolescentes, mais bon, à leur façon, après ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, c'est comme ça. Et donc moi j'avais écrit cet article Niafous de New Punk pour dire, laissons ces jeunes filles tranquilles. Déjà c'est une insulte raciste parce que ça vise les filles des quartiers, donc ça vise les filles pauvres. Et si elles nous font honte parce qu'elles ne savent pas s'exprimer bien, elles se prennent pour Beyoncé, elles n'ont pas les moyens et tout, donc déjà on se moque des filles pauvres de nos communautés. Et ensuite, laissons les adolescentes et des adolescentes. Moi, mon truc, c'est que comme j'étais à la campagne, j'écoutais Trio, je fumais des joints et j'étais un peu en mode crado. Je veux dire, est-ce que c'était bien mieux que de porter des tissages mal faits et de crier sur le métro? Je suis pas sûre. Donc, je veux dire, pourquoi est-ce que je vais venir, moi, juger les gens parce qu'elles sont adolescentes? Il faut les laisser être adolescentes. Et donc, du coup, je fais mon article là-dessus, et puis je me dis, ce qui serait bien, parce qu'après, j'avais donc ces amis qui ont monté une revue qui s'appelait ACG, qui était une revue par des personnes racisées, queer, tout ça et tout. Et donc, je me dis, ce serait bien d'arriver à faire un dossier photo avec ces filles-là, mais en leur pitchant l'article, en fait. Et donc, j'ai fait des flyers, et j'ai été avec des filles du film, et on a été distribuer des flyers à Châtelet-Léal, à la Porte du Trône, et devant le HM Audrey-Rivoli, le week-end, choper des jeunes filles noires et leur dire, salut, j'ai écrit un article qui s'appelle Niafous de New Punk. L'idée, c'est de montrer que les jeunes filles noires, déjà, c'est de changer la représentation des femmes noires, de montrer que les jeunes filles noires ont le droit de s'exprimer, de s'habiller comme elles veulent et tout. Si ça t'intéresse, je t'envoie l'article. Et si l'article te parle, viens te la prendre en photo, toi tout seul avec tes copines, et puis c'est les photos qui vont agrémenter l'article. Et puis ces filles-là, elles n'étaient pas idiotes. Elles avaient entre 14 et 17 ans, elles avaient grave de l'attitude, donc tu vas les voir, moi déjà j'ai pris 200 ans aussi, ça se calme, tu vois. Et les filles, elles te font, c'est payé. J'étais comme ça, genre, oh là là, moi c'est déjà, j'aurais pas du tout eu la peine de demander de l'argent, tu vois, bref. Elles étaient... Mais du coup, voilà, ça confond, ça sort de ta zone de confort. Quand t'es avec des potes militants, machin et tout, c'est cool des fois de se retrouver avec des personnes aussi avec qui t'as un langage commun, et puis vous pouvez réfléchir à d'autres choses. Mais des fois, c'est bien aussi d'aller à HL, de tracter, et puis en fait de discuter. Et ces filles-là, elles ont un regard politique. Elles ont des avis sur ce qui se passe dans la société, sur ce qui leur arrive. Et elles sont venues. Et j'ai ma série de photos avec ces filles qui posent toutes seules, avec leurs copines et tout, et qui en plus tu les vois, qui ont aussi cette pratique artistique. Les meufs, elles te font des alignements de selfies, où elles se mettent comme ça, c'est genre les Dalton et tout, puis elles font des trucs. Je veux dire, c'est vraiment... voilà, et moi c'est ça qui m'intéresse. Donc j'ai pas de vraies solutions à formuler, mais en tout cas, d'un point de vue personnel, ce qui me plaît, c'est l'éducation populaire. C'est la transmission sous toutes ses formes, que ce soit le blog, les vidéos, le film, la création comme moyen d'émancipation, ça c'est ce qui me parle à moi. Et après, pour les autres, je sais pas, c'est à voir pour chacun chacune. Et puis là, j'ai une grosse semaine, le film sort en salle demain, j'ai encore plein de trucs à faire, et donc je vous remercie d'être venus, et on va tous les jours avec vous. Avant tout, il y a juste un jeune homme qui débute la séance. Alors ma question, en fait, bonsoir. J'ai bien aimé le film. Et en fait, ma question c'était, en fait, le racisme, c'est quand on maltraite des gens, par exemple, on les réduit à l'esclavage, des trucs comme ça. Oui, par exemple. Merci. T'as tout compris. Elle te dit juste avec le fait avec toi. Je te remercie pour ta question, elle est vraiment courageuse. Moi, à ton âge, j'aurais jamais osé prendre la parole comme ça. Bon. Merci à tous et merci à Miguel, Guy Plenel, merci beaucoup à vous, effectivement, à tous les deux. Et le film sort demain, donc c'est un film qui a besoin de bouche à oreille. Faites fonctionner le bouche à oreille, dites qu'il faut venir le voir, c'est super important, on compte sur vous.